Donc, ça s'envole. Voilà, bonjour et bienvenue au bain. Sous ce magnifique soleil, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Anne-Nicole. Anne-Nicole qui vient tout droit de Narbonne pour parler de son dernier livre. Bonjour Annie. Bonjour. N'hésitez pas à aller bien près du micro, après j'arrangerai un petit peu le son. Donc aujourd'hui avec vous, on va parler de souffrance morale, d'impératif de réussite. On va aussi parler de la revalorisation de certaines émotions habituellement considérées comme négatives. C'est tout un programme. Mais peut-être avant de se lancer dedans, est-ce que vous pourriez vous présenter, Annie? Oui, avec plaisir. Et d'abord, un grand merci pour cette invitation au bain du Maquis. Je suis très, très honorée d'être là, dans ce lieu splendide. Alors, j'ai enseigné la philosophie en lycée et depuis 2010, je publie quelques ouvrages à caractère philosophique. Je ne prétends pas être une nouvelle philosophe, ça serait bien prétentieux, mais j'agence les concepts des autres avec, disons, des thèses personnelles, je pratique la philosophie. Et à côté de ça, je suis aussi poète et j'ai publié 2 recueils de poésie aux éditions parisiennes du Nouvel Athanor. Voilà. Et j'ai été aussi une personne engagée politiquement, à agir contre le chômage, à la LDH, la Ligue des droits de l'homme, ATTAC. Voilà pour me situer. Voilà, peut-être que vous reviendrez dans le cadre des apéros poétiques. Pour parler de votre... avec une grande joie, oui. Voilà, si vous êtes peu habitué au Café Philo Débat, n'hésitez pas, on a un micro à tout moment, levez la main si vous avez des questions, des interventions, c'est avec grand plaisir qu'on fait tourner la parole. Voilà, pour rebondir sur les différents propos d'Annie. Peut-être avant tout, si on se plonge, on regarde directement votre livre, au début, donc le dernier livre, On finit avec la culpabilité, dites dès la première ligne que la souffrance morale représente aujourd'hui le dernier tabou de nos sociétés. Pourquoi? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, alors il y a eu N'hésitez pas à parler bien près. Oui, il y a eu des tabous donc précédemment, le tabou de la sexualité, il y a le tabou de la mort, mais je pense qu'il y a aussi un certain tabou de la souffrance morale, dans la mesure où on a l'impression qu'elle n'est plus de mise. Elle ne serait plus de mise aujourd'hui, tout simplement parce que la publicité nous invite en permanence à jouir intensément de la vie. Il faudrait exulter à chaque instant dès lors qu'on achète tel produit de consommation. Si vous achetez tel parfum, tous les hommes vous sauteront au cou. Si vous avez une belle peau, ça sera extraordinaire pour vous. Toutes les portes pourront s'ouvrir. Si vous avez une belle automobile, vous irez au bout du monde. On vous promet l'amour, on vous promet l'exotisme, la paix familiale, la joie en permanence. Et vous, eh bien, par rapport à ça, vous ne pouvez vous sentir en permanence que frustré. Il y a aussi, c'est bon à savoir, selon la sociologue Eva Illouz, des applications sur smartphone qui vous vendent le mode d'emploi du bonheur. Il y a une application qui s'appelle Happify. Si vous êtes donc, si vous possédez cette application, selon les vertus et j'ai envie de dire la baguette magique de la psychologie positive, vous allez apprendre tout simplement à être heureux et vous allez en plus pouvoir mesurer jour après jour votre degré de bonheur et vous attribuer des bons points. Donc vous allez pouvoir progresser et surveiller chaque jour, à chaque heure même, pour voir si vous avez été suffisamment heureux. Il va sans dire que cette pratique quotidienne est génératrice non pas de bonheur, mais évidemment toujours de frustration. Tout se passe avec ce genre d'application comme s'il suffisait d'appliquer un programme. Et on sait bien que la plupart du temps, on n'en est pas capable. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis la souffrance semble interdite ou du moins apparaît comme un constat d'échec, échec personnel, et du coup ça devient une double peine. Non seulement je souffre,
mais en plus, je souffre de ne pas être à la hauteur des attentes de la société. Et dans mon livre, je montre à quel point la souffrance morale est inévitable, même pour les personnes qui semblent réussir, à qui tout semble sourire. Il y a forcément au fond de soi une part de souffrance qui est inéluctable parce que ça fait partie tout simplement du genre humain. Et parce que si vous voulez ressentir quelque chose dans la vie, il faut évidemment être sensible aussi bien à la joie qu'à la souffrance. Et je dis que quelque part, de même que dans un tableau, il faut de l'ombre et de la lumière, dans la vie, il y aura de la joie et de la souffrance. Et vouloir éradiquer la souffrance, c'est un projet complètement invraisemblable, fou et irrationnel. Voilà. Et justement, dans votre livre, vous mettez un peu dos à dos, alors d'un côté, cette tentative occidentale d'éradication de la souffrance, et puis d'un autre côté, une attitude qui serait à l'extrême opposé, c'est-à-dire une espèce d'acceptation passive de cette souffrance, presque un peu fataliste. Et j'ai l'impression que vous dites que, dans une certaine mesure, la solution se trouve dans le juste milieu. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Non, c'est pas exactement le juste milieu. C'est pas exactement ça. Donc, je pense que la prétention occidentale qui consiste à vaincre la souffrance à tout prix, et notamment, vous le savez aussi, par le biais toute une pharmacopée que les gens utilisent volontiers pour masquer justement leur souffrance. Je pense que cette prétention est vaine d'un côté, mais je pense aussi que ce que pratiquent les philosophies, par exemple celle des stoïciens, qui consiste à dire bien la souffrance en fait ce n'est rien. Pourquoi pour les stoïciens la souffrance n'est rien? Parce qu'ils vont vous dire par exemple, tu vois là tu es en deuil et donc tu souffres énormément, tu souffres atrocement. Mais vois donc que dans un an, dans 2 ans, tu auras oublié tout ça. Donc, en fait, si dans un an ou dans 2 ans, tu l'auras oublié, ça prouve bien que ce n'était pas si grave. Voilà. Donc, pour ces philosophies-là, il faudrait accepter en se disant que ce n'est pas, un fait qui t'affecte, mais l'idée que tu en as. Et donc, je trouve que évidemment, cette espèce de résignation-là a quelque chose aussi d'impossible à tenir et d'irréalisable. Et ma solution à moi, ce n'est pas ce que je pourrais appeler un juste milieu. Il ne s'agit pas de faire un compromis. Parce que la souffrance, quand on la subit, elle est, je dirais, inextricable. Elle restera là. Vous avez quelques bonnes raisons de souffrir et vous ne pourrez pas l'empêcher comme ça, même avec le temps, ça restera. En revanche, ce que je dis dans le livre, et c'est pourquoi ce livre a 2 parties, c'est que la souffrance, il faut la mettre à sa place. Il faut quelque part rester, à distance de cette souffrance. Elle est en vous, mais si vous puisez dans votre existence suffisamment d'occasions de vous réjouir, autrement dit, si vous avez à côté de cette souffrance des raisons profondes d'éprouver de la joie, des joies authentiques et pas des joies superficielles, eh bien, il y aura donc en vous, je dirais, ce double aspect. D'un côté, cette souffrance qu'on ne peut pas complètement chasser, qui peut rester au fond de vous, mais d'un autre côté aussi, vous aurez suffisamment de ressources profondes pour faire en sorte que si cette souffrance est vôtre, elle ne prend pas toute la place. Elle est mienne, la souffrance, mais elle n'est pas moi. Voilà. Et ça aussi, ça participe à une espèce en tout cas de revalorisation de certaines émotions considérées comme négatives. Et d'ailleurs, il y a pas mal de courants aussi en philosophie aujourd'hui, notamment dans la philosophie des émotions, qui s'intéressent à toutes ces émotions habituellement appelées émotions négatives. Et l'intérêt qu'on a, en effet, de les reconsidérer de manière peut-être un peu plus positive ou constructive. Alors, disons que c'est pas exactement ça. C'est un peu ça, dans la mesure, effectivement, où il faut voir que les poètes, les musiciens n'auraient pas créé, ou même les auteurs de théâtre n'auraient pas créé de telles œuvres sublimes s'ils n'avaient pas su explorer justement
je dirais, toutes les nuances du désespoir, de la souffrance, de la cruauté de la vie. C'est évident qu'il y a là une forme de sublime. Mais loin de moi l'idée de tenir un propos masochiste. Il s'agit simplement de comprendre à quel point le désespoir que nous pouvons éprouver n'est pas une défaite. Ce désespoir, d'une certaine manière, oui, c'est un peu le lot de la condition humaine, puisque eh bien, il y a toujours, l'ombre de la mort qui peut planer. Il y a toujours une fragilité qui est intrinsèque à notre condition, qui fait que nous sommes infiniment vulnérables de par notre affectivité. Donc il y a toutes ces émotions effectivement qu'on peut appeler négatives qui sont là, mais dont je veux simplement dire que c'est pas la fin du monde. Il faut les appréhender, il faut les assumer, il faut, je dirais, les laisser s'écouler en nous, de même qu'une blessure a besoin non pas d'être brutalement fermée, mais de s'épancher. Voilà. Donc surtout ne pas les considérer comme un constat d'échec, mais comme, je dirais, la condition de la vie et le prix finalement que nous avons à payer pour avoir à côté de ça les joies les plus extraordinaires. C'est parce que nous sommes sensibles que nous avons cette possibilité et de souffrir et de nous réjouir. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. Et tout à l'heure, vous parliez justement de certaines philosophies, notamment les stoïques, qui tentent de mettre à distance un certain nombre de réactions, de sentiments, d'émotions. C'est vrai qu'il est souvent reproché aux stoïques alors peut-être à tort, je ne sais pas, mais de ressembler finalement à des zombies qui mettent à distance toute forme d'émotion et d'avancer un peu comme ça dans la vie sans réagir, une espèce impassivité absolue presque. Si on ne ressentait rien, on serait des machines. Qui veut être une machine, Qui veut être quelqu'un comme ça, sans aucune réaction? Personne. Sauf que, encore une fois, ne vivre que de joie, ne vivre que de plaisir, à la limite, ça serait pas possible si on ne connaissait pas non plus l'envers de la médaille. C'est le recto et le verso de la vie, c'est ce que j'ai voulu montrer. Voilà. Exactement, et tout ça s'inscrit finalement dans une espèce de longue histoire, tradition notamment judéo-chrétienne pour nous, qui va, alors, entre autres, je ne vais pas tous les citer, mais de Platon à Descartes, ou jusqu'à aujourd'hui aux transhumanistes, où finalement il y a cette espèce cette idée que l'esprit est plus important et plus puissant que le corps, et de se défaire ou se distancier du corps, souvent considéré aussi comme péché. Donc dans quelle mesure est-ce qu'en effet tout ce poids de l'histoire influence aussi aujourd'hui la façon de considérer ces éléments? Oui, vous avez complètement raison, tout vient de là. Tout vient effectivement d'abord du platonisme, qui est le premier à avoir véritablement opposé l'âme et le corps, en donnant une suprématie extraordinaire à l'âme, à l'intelligible, et à avoir décrété une sorte de mépris du sensible. C'est ce qu'on appelle le dualisme, ou la dichotomie entre l'âme et le corps. Et cette tradition qui ensuite a influencé le christianisme a été reprise par Descartes, qui est le philosophe le plus connu pour avoir prôné ce dualisme. Sauf que il faut quand même voir que Descartes, lorsqu'il prône ce dualisme, le fait, je dirais, à bon escient. C'est-à-dire que, autant je suis partisan de Spinoza qui relie l'âme et le corps, qui dit que l'âme et le corps sont là aussi le recto et le verso d'une même personne, autant le dualisme de Descartes est intéressant du point de vue scientifique. Parce que dès lors que vous voulez effectivement connaître, il faut, dit-il, vous passer des informations des sens. Les sens, la sensibilité vous trompe. C'est pas avec sa sensibilité que l'on va comprendre et connaître le monde, c'est avec votre esprit. J'attends un peu.
C'est fini. Non, Oui, mais je voudrais continuer. Suite à Descartes, il y a eu, par exemple, Gaston Bachelard qui a très bien expliqué à quel point aussi les sciences devaient se passer de l'approche sensible. Par exemple, il dit que si vous voulez savoir ce qu'est le feu, et si vous vous en tenez au témoignage du corps, c'est-à-dire et des cinq sens, vous voyez de la lumière, vous sentez une odeur, vous entendez un bruit, et ça ne vous dira jamais ce qu'est vraiment le feu, à savoir une combustion. Et pour comprendre ce qu'est une combustion, il faut faire abstraction des cinq sens, il faut faire de la chimie, il faut employer le mot CO2, etc. Donc j'ai fait un détour, oui, un petit peu long là pour montrer l'intérêt de ce dualisme, mais Descartes était bien conscient du fait justement que ce dualisme avait pour fonction de nous apprendre à connaître la vérité d'un point de vue scientifique, mais en ce qui concerne les passions humaines, il dit, et je cite une phrase bien connue, il dit « L'âme n'est pas dans le corps comme un pilote en son navire », ce qui signifie que il ne suffit pas d'une décision de l'âme et de l'esprit pour venir à bout, par exemple, d'un chagrin d'amour. Et justement, l'illusion sur laquelle nous fonctionnons, nous, aujourd'hui, lorsque nous prétendons vaincre la souffrance, c'est parce que nous sommes toujours imprégnés de cette culture issue de la métaphysique qui nous dit que l'esprit, la volonté, l'âme triomphent toujours d'un sentiment. Et même une philosophe que j'admire par ailleurs, qui est Simone de Beauvoir, et qui était très inspirée par la philosophie de Sartre, disait « Il y a toujours une part de consentement dans un état d'âme ». Et là, moi, je récuse. Je pense que parfois, il y a des états d'âme qui nous submergent complètement et dont on ne peut se délivrer. Et la souffrance vous tombe dessus. Et vous êtes sa proie pendant un certain temps, voilà, au moins. Voilà, je crois qu'on a une réaction première réaction du public. Alors attends, je vais juste... voilà. Et je pense que le plus simple, si ça t'embête pas, René, c'est de garder le micro vers toi et après vous pouvez le passer s'il y a d'autres réactions. Donc, j'avais dit qu'il y a deux souffrances, celle induite par la société, par ses injonctions de réussite, et puis une première souffrance qui est là, en fait. Et par rapport à cette première souffrance, j'aimerais savoir si, selon vous, elle a un sens. Alors, ce que je dirais d'une manière globale, c'est que, si vous voulez, il peut y avoir effectivement des souffrances, j'ai envie de dire presque objectives, c'est-à-dire vous venez de subir une rupture amoureuse, vous venez de subir un deuil, vous venez de subir une faillite, vous êtes au chômage, et là, évidemment, il y a une souffrance, je dirais, qui est objective. Par ailleurs, moi, ce dont je parle dans le livre, c'est d'une souffrance, je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, inhérente au genre humain, et qui est provoquée tout simplement par le fait, par exemple, que nous ne sommes pas aussi autonomes et aussi indépendants qu'on veut bien nous le faire croire. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes infiniment susceptibles. Ça signifie que nous avons besoin de la reconnaissance des autres en permanence, et cela bien souvent à notre insu. Parce que nous sommes seuls, parce que nous sommes tous différents. Si vous voulez, ce sont les adolescents qui s'aperçoivent à un moment donné, à 14-15 ans, de leur différence. Ils ont une crise existentielle. Et cette crise existentielle qui explose comme ça à 15 ans, je crois qu'on l'a toute sa vie et qu'on se sent toujours un peu incompris. Qui peut dire « je connais parfaitement mon père, ma mère, mes enfants, mon compagnon » Il y a un philosophe qui dit « ça fait 30 ans que je vis avec ma femme et je ne sais toujours pas avec qui je vis ». Voilà. Donc cette différence va provoquer une forme d'angoisse et un besoin éperdu de reconnaissance des autres. Et c'est cela qui va provoquer de la souffrance. Et alors évidemment, s'il faut ajouter une dimension sociale, si
vous êtes au bas de l'échelle, si vous sentez que vous n'êtes pas à la hauteur des espérances de cette société où tout est concurrence, si vous n'avez pas la réussite que l'on attend de vous, eh bien là, effectivement, vous avez, je dirais, une peine supplémentaire. Voilà. Voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Hein, ouais, alors, je vais passer le micro derrière. Merci beaucoup. Excusez-moi, moi il y a des choses que j'ai peut-être pas bien compris. Donc, la souffrance, point d'interrogation, qu'est-ce que c'est? La joie, qu'est-ce que c'est? Le deuil, les émotions. Moi, je ne dois pas venir de la même planète parce que pour moi, c'est des mots, mais je n'ai pas compris à quoi ils servent ces mots. Excusez-moi. Alors, peut-être que vous voulez des définitions intellectuelles, mais pouvez-vous me dire que vous ne ressentez ni l'un ni l'autre? Très peu. Très peu. Je ne suis pas insensible, mais peu sensible. Vous êtes... J'ai de la paix, excusez-moi, je suis peu sensible, je ne pleure jamais, mais je ris peu. Vous voyez, donc pour moi c'est linéaire, il n'y a pas des hauts, des bas, voilà, depuis toujours. Depuis toujours, vous êtes d'une humeur parfaitement égale. Bon, eh bien écoutez, c'est sûrement lié à votre, je dirais, à votre éducation. Hein, c'est sûrement lié, peut-être avez-vous eu une enfance particulièrement heureuse? Pas du tout très stricte. Très, très stricte. Alors, ou alors, je ne m'appelle pas docteur Freud, mais il dirait peut-être que vous censurez au maximum vos émotions, je n'en sais rien. Mais y a-t-il... enfin, vous êtes une des rares personnes que j'ai entendu dire ceci. Hein. En général, tout le monde sait ce que c'est que la joie. Enfin, il y a quand même bien, vous l'avouerez, des films tristes et des films gays, non non vous savez faire la différence quand même, j'imagine. Excusez-moi. Alors, j'évite d'aller voir des films tristes, par exemple Mourir d'aimer ou bien Titanic. La salle sanglote. Je comprends pas pourquoi. Il n'y a rien de triste. Je n'entre pas dans là. Mais la même chose, les films de comédie, surtout comédie franchouillarde, hein, à la française, où les gens s'étouffent de rire. Et là, j'évite d'aller parce que... Bon, il y a des rires plus subtils, ça existe aussi. Hein. Mais peut-être l'humour noir. Peut-être vous protégez, peut-être vous protégez-vous, c'est pas impossible. En tout cas, il y a autant, c'est un neuroscientifique qui dit qu'il y a autant de cerveaux que d'êtres humains. Hein. Donc, vous êtes différentes, tout simplement. Mais je pense, étant donné l'écho en général de ce que je dis, je m'adresse quand même au plus grand monde. Vous êtes une exception, madame. Voilà. Et vous disiez tout à l'heure, en effet, sur cette rétrospective historique, en parlant de Platon, de Descartes. Et c'est vrai que plus récemment, il y a eu notamment des grandes avancées technologiques avec le contrôle de plus en plus important sur le vivant qui nous entoure. On parle aussi aujourd'hui de plus en plus de transhumanisme, où on a encore plus ce pas en avant qui est fait du contrôle absolu sur le donné biologique, sur tout ce qu'on peut et que l'on souhaite, en tout cas ce que certains souhaitent, contrôler. Donc est-ce qu'on n'est pas en train d'aller de plus en plus avec des promesses peut-être vaines vers ce contrôle absolu de nos émotions, de tout ce qui est inattendu? Oui. Le transhumanisme, d'abord, prétend nous priver de la mort. Quand je dis nous priver, à nous rendre éternels. Donc c'est sûrement quand même, je pense, une forme d'esbrouf. Il prétend nous augmenter. Hein. Nous serions des hommes augmentés. Alors, un des premiers problèmes que je vois, c'est que tout ceci ne serait pas gratuit et que donc, si jamais ils arrivaient à leur fin, ça produirait deux types d'hommes, hein, les hommes augmentés et puis les hommes ordinaires. Donc, évidemment, c'est une classe sociale qui pourrait se payer tous ces implants, toutes ces puces susceptibles de vous augmenter.
Donc il s'agit grosso modo de bénéficier d'un plan qui connecterait votre cerveau à une machine qui donc pourrait amplifier vos capacités de mémoire. Mais justement, moi je trouve ça absolument effrayant et peut-être finalement aussi complètement fou, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, le cerveau n'est pas une machine. Hein. Là, ce sont les neuroscientifiques, le prix Nobel Edelman, qui dit bien autant de cerveau, autant d'êtres humains. Donc, est-ce que donc ces puces ne m'enlèveraient pas complètement de ma personnalité? Enfin, c'est un monde, à mon avis, complètement effrayant. Je ne sais pas si vous avez vu la série anglaise Black Mirror. Eh bien, ça vous fait froid dans le dos, hein, ces performances. Vous connaissez? Oui, absolument. Ouais, c'est terrifiant. Voilà. Ouais. Donc le transhumanisme, non merci. Et ceci d'autant plus, ça nous donne cette impression de contrôle absolu du vivant. Et quand on se trouve face à on vient à ce que vous disiez tout à l'heure, quand on se retrouve face à une adversité, que ce soit la mort, on l'a vécu aussi pendant la période Covid, de tous finalement les imprévus de la vie. Ceci est d'autant plus difficile à accepter parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui devrait être maîtrisé et qu'on ne peut pas maîtriser. Oui, mais c'est encore une fois cette volonté de maîtrise absolue là, c'est vraiment se prendre pour un démiurge. Hein, ça fait partie de la folie humaine. Il faut s'accepter. S'accepter, ça ne veut pas dire, comme je le disais, se résigner. Mais au contraire, apprendre à cultiver en soi les sources authentiques de joie. Et j'ai essayé dans mon livre de montrer à quel point la joie, c'est pas simplement la consommation, la distraction, c'est pas simplement le fait de voyager et de faire un pays, de faire une expo, hein, c'est-à-dire finalement de tuer le temps. Mais j'énonce dans mon ouvrage ce que j'appelle les sources de joie profonde de l'existence qui vous permettent justement d'accepter cette condition humaine. Voilà. Oui. Alors, c'est parti. Bonjour. Pardon pour mes fautes en français. Désolée, mais j'espère que j'arrive à m'expliquer. En vous écoutant, j'avais 3 images qui peut-être parlent de la même chose. Le premier est venu quand vous avez parlé des consommations, et je me suis rappelé étant un Club Med, et il y avait un tableau qui disait on va faire tout ce pour vous, vous soyez juste heureux. Et je pensais que c'était un mensonge, ou bien quelque chose d'absolument impossible. Et deuxième image, j'ai discuté avec mon ami qui suit depuis des années psychothérapie, et elle est profondément malheureuse et ça sort par différentes sorties. Elle m'avait dit, mais je comprends pas, j'ai une famille, la santé, et je comprends pas. Elle dit, pourquoi je souffre. Et troisième image, j'étais quelques années en arrière, je fais un trek au nord de la Suède où il n'y avait rien. On a marché pendant 15 jours sans téléphone, avec peu de manger. Et je me rappelle quand je suis rentrée, et c'était très basique parce qu'il fallait marcher ces 23 km, juste faire à manger, dormir, se lever à nouveau. Il y avait très peu de décisions à prendre. Et je me rappelle quand je suis rentrée, j'étais comme une nouvelle personne, rechargée et plein d'optimisme. Donc ce que je veux dire, ces 3 images pour moi parlent de... Je pense quand le corps il fait rien, l'esprit souffre. Que on doit trouver peut-être quelque chose à faire, ou bien un but. Ikigai, comme ils disent au Japon, pour un peu gérer mieux cette dualité de joie et de la souffrance. En tout cas, merci. Oui, merci. Ce que vous dites est vraiment très très intéressant. Alors d'abord je pourrais parler effectivement du bonheur. Hein. Le bonheur, nous dit Aristote, c'est le souverain bien. Tout ce que l'on veut dans la vie, c'est pour être heureux. Si vous voulez la santé, c'est pour être heureux. Si vous voulez de l'argent, c'est pour être heureux. Si vous voulez l'amour, c'est pour être heureux.
Donc finalement, c'est vrai, nous voulons tous le bonheur et nous nous demandons bien souvent si, à part peut-être Madame, si notre vie est suffisamment heureuse. Sauf que nous avons une idée finalement assez imprécise de ce que c'est que le bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur, hein? On s'imagine toujours que les autres sont plus heureux que nous, hein? C'est un peu un fantasme. Quand on voit les stars défiler sur le tapis rouge à Cannes, ah, quelle vie merveilleuse, quelle vie heureuse. Mais on ignore tous les tourments, les affres peut-être de désespoir qu'ils peuvent rencontrer parfois. Donc c'est le philosophe Kant qui nous dit, le bonheur c'est une faculté de l'imagination. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas à l'avance savoir ce qui vous rend heureux. Lui, il dit qu'il peut savoir par la raison ce qui est bien et ce qui est mal, mais ce qui me rend heureux, je ne peux pas le savoir. Vous croyez que la bonne santé va vous rendre heureux, puis une fois que vous êtes guéri, vous êtes encore triste. Vous croyez que ce mariage va vous rendre heureux, et puis finalement non. Vous croyez que ce sont vos enfants qui vont vous rendre heureux, puis peut-être que secrètement ils vous déçoivent. Et ainsi de suite, voyez-vous. Donc le bonheur, oui, c'est un petit peu, comme le disait le poète Paul Fort, hein, cours-y vite, le bonheur il va filer, hein, mais voilà, il file, on a l'impression qu'on ne l'attrape jamais, et ça fait aussi partie d'une forme de désespoir. Et quant à cette dame dont vous avez parlé, dont vous dites qu'elle est toujours malheureuse, bien qu'elle ait tout pour être heureuse, eh bien c'est le cas effectivement de bien des gens. Alors d'où vient la souffrance? Bon, je pense que elle est sûrement plus aiguë chez les gens qui ont eu la malchance de vivre, je dirais, dans un cas de figure familial complexe et parfois conflictuel. On ignore trop à quel point nous sommes, dès l'enfance, je dirais, modelés par notre entourage. La manière que les parents ont de s'adresser à nous, et va être fondamental pour ensuite nous inviter à la joie ou au contraire au doute permanent. Il n'y a pas simplement d'ailleurs le fait d'être désiré ou pas par ses parents, mais il y a aussi l'entourage plus large de la famille, et même l'école. Hein, il suffit parfois d'être traumatisé tout petit par des enseignants, je dirais, malveillants pour ressentir, être marqué à vie, hein, parfois par certaines cruautés que l'on a entendues. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait une certaine inégalité entre les gens. Peut-être y a-t-il aussi, et ça la biologie ne peut pas encore le dire, hein, des hormones du bonheur, des gens qui seraient d'un naturel peuvent être plus joyeux. On sait bien qu'il y a des dépressions qui ont des origines génétiques. On ose le dire, ça. Hein. On n'est pas à la naissance, on n'est pas foncièrement égaux, je pense. Il y a déjà peut-être génétiquement des différences. Et ensuite, avec l'accueil familial, ça va être très fort aussi. Et quant à la solution que vous avez donnée, Madame, à savoir aller faire une randonnée dans la nature, eh bien, je pense que là, c'est une excellente manière de mettre à distance, justement, sa souffrance, parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire travailler le corps, mais il s'agit aussi d'être en osmose avec la nature. Et la nature peut nous guérir et nous délivrer de nos douleurs. Voilà. Merci en tout cas pour votre témoignage. Donc, on comprend qu'il y a plusieurs causes à la souffrance. Oui. Pardon. Donc il y a plusieurs causes, raisons de la souffrance. Ça peut être génétique, éducative, familiale, les accidents de la vie, tout ça. Alors, pour rester sur les souffrances, on va dire liées au contexte familial. Une éducation où des parents peu attentifs, une éducation pas très chanceuse. Est-ce que, parce qu'on le voit beaucoup, on voit des parents qui sont très attentifs à leurs enfants, c'est-à-dire qui essayent de leur donner toute l'écoute dont ils ont besoin. Est-ce que dans ce cadre-là, les enfants sont épargnés par la souffrance? Oh,
vous me posez une question à laquelle je ne suis pas tellement capable de répondre. Je pense que c'est déjà une bonne chose s'ils font de leur mieux, mais de là à dire que c'est un vaccin qui n'aura pas besoin de piqûres de rappel, j'en suis pas persuadée. Tout dépend de ce qu'ils vont vivre après. Mais disons que c'est vrai, c'est déjà un excellent départ et c'est déjà un atout merveilleux. Et donc, on peut dire merci à nos parents dès lors qu'ils nous ont accueillis avec bienveillance. C'est, je dirais, la condition sine qua non, mais bon, une condition nécessaire, mais pas suffisante, je dirais, pour parler en philosophe. Voilà. Voilà, madame, attendez une seconde. Je vous mets un peu de volume, c'est parti. Voilà, je ne sais pas qui c'est qui a lu le livre Mars de Fritz Zorn. Non. Qui a été, qui est un zurichois, qui est mort à 32 ans du cancer, qui a vécu dans une famille très riche, justement. Et son livre, c'est la souffrance d'un bout à l'autre de chaque phrase, alors qu'il avait tout pour être heureux. Et à 32 ans, il est mort d'un lymphome. Personne n'a lu ce livre. Ah ben, c'est incroyable, vous n'avez pas vu non plus. Non, non. Et ce gars-là, il n'a même pas été tellement coincé, parce que dans la famille, tout se passait tellement bien, c'était magnifique. Et finalement, il n'a même jamais su l'amour. C'est horrible. Et ces phrases vous prennent les tripes, d'un bout à l'autre de ce bouquin. Mars, il s'appelle, de Fritz Zorn. Voilà. Mais quand vous dites qu'il avait tout pour être heureux, est-ce que c'est seulement... C'est lui qui dit. Oui. Et parce qu'il n'y avait pas de conflit dans cette famille. Ah oui. Tout était lisse. Bon. Tout devait être lisse. Ah oui, mais lisse, si ça doit masquer si ça doit être mensonger, il faut faire attention. C'était même pas ça. Ah. Ils se voulaient parfaits. C'est des gens qui... d'un certain milieu. Oui, mais ce vouloir parfait, c'est peut-être justement extrêmement contraignant. Et est-ce que je pense que ce qui est important, c'est de laisser transparaître ses sentiments et ses émotions. S'il les masquait, c'est peut-être justement ça l'origine du mal. Il pose son lymphome malin sur cette façon de vivre. Ah ben voilà, c'est ça. Qu'il n'a jamais pu respirer complètement. Ah ben voilà. Donc je comprends mieux. Là je comprends mieux. C'était un masque en fait. C'était un artifice. Et donc il est mort de cet artifice peut-être. Oui, à 32 ans. Oui, il a eu juste le temps de publier son livre. Donc c'était pas une enfance heureuse. C'était une enfance, je dirais, mensongère, déguisée. Pour moi, le bonheur, c'est en soi. Et puis même si, par exemple, tu es en couple, il ne faut pas compter sur l'autre. Il faut vraiment compter sur soi. Parce que si on est dépendant de l'autre, on ne peut pas l'être. Et c'est comme ça dans toutes les relations. Moi, ces derniers temps, j'ai fait un peu une pousse de gens que je considérais comme toxiques. Il faut vraiment s'entourer de gens qui sont positifs, avec qui on se sent bien. Et puis à ce moment-là, effectivement, on est heureux. Et puis même si tu subis un échec, par exemple, il faut se dire que tout ce qui arrive n'arrive jamais par hasard. Et ça doit être une expérience pour remonter plus haut et puis en tirer quelque chose de positif. Il faut arrêter de se pleurnicher sur sa petite personne. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous me donnez l'occasion de parler d'amour et je m'en réjouis parce que justement parmi les joies profondes que j'ai voulu opposer à la tristesse qui est inéluctable. Dans mon livre, il y a 7 chapitres sur la souffrance et 7 chapitres sur la joie. Et ce qui nous procure la joie, à mon avis, c'est d'abord l'amitié, j'en parlerai après si vous voulez, mais vous me donnez l'occasion de parler de l'amour. Et vous avez dit, il ne faut pas compter sur l'autre. Je trouve ça très, très intéressant. Effectivement, on a peut-être un peu trop aujourd'hui, encore une fois, dans la tête, l'idée un peu, je dirais, irréaliste de fusion. On s'imagine que le couple, c'est la fusion. Or, je pense qu'il n'en est rien. Qu'est-ce que c'est qu'un couple? Un couple, c'est, je dirais, 2 personnes différentes. 2 personnes différentes et qui doivent cultiver chacune, justement, leur singularité, leur individualité. Et tout l'art de faire couple va consister justement à maintenir,
je dirais, la coexistence de ces deux différences. Et ce que je dis là, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le philosophe Alain Badiou qui a écrit, inspiré par Platon, un livre qui s'appelle Éloge de l'amour et qui est une vraie merveille, hein, où il dit à quel point, selon lui, l'amour est en danger aujourd'hui. L'amour est en danger, dit-il, parce que justement on croit trop en cette fusion illusoire, parce qu'on le réduit trop aussi à la sexualité, et aussi parce qu'on le réduit trop à une sorte de, comment dire, de contrat, avec l'idée que je dois y trouver mon compte. Et dès lors que je n'y trouve plus mon compte, eh bien, je vais casser la relation. Alors que dans l'amour, il y a forcément, nécessairement, un moment où il faut donner sans recevoir. Et puis plus tard, ça sera à mon tour de recevoir celui qui peut me donner. Donc l'amour, dit-il, c'est sûrement la chose la plus extraordinaire de la vie. Que serait la vie sans amour? Ce serait quelque chose de bien fade. Et voilà, à mon avis, oui, le meilleur antidote à toutes les souffrances morales qu'on peut endurer. Voilà. Mais justement, alors peut-être pour faire le trait d'union entre l'amour dont on commence à parler, avec aussi avec le bonheur dont on parlait tout à l'heure, est-ce que finalement, dans l'amour comme dans le bonheur, il n'y a pas quelque chose de semblable, c'est-à-dire qu'on a tendance à projeter des attentes et différentes choses sur ces deux concepts qu'on comprend finalement pas très bien. Le bonheur à l'époque, c'est vrai qu'il y a eu un grand glissement entre le bonheur tel que considéré par Aristote et le bonheur tel qu'on considère aujourd'hui. Et que finalement, l'un comme l'autre, on les voit comme peut-être comme des moments succincts, brefs, de plaisir, de joie, alors, au lieu de quelque chose qui est un peu plus durable. L'amour aujourd'hui est par certains considéré comme une suite de rencontres de Tinder et à la moindre difficulté, on part en courant. Est-ce que finalement, c'est pas tout un problème de mécompréhension, de projection hasardeuse? Oui, bien sûr, et sûrement que la littérature est coupable d'une certaine manière, hein, de nous avoir fait miroiter comme ça des amours grandioses. Et quand on se compare, eh bien, évidemment, on se juge toujours un petit peu en dessous de ces modèles imaginaires. Mais construire une belle histoire d'amour, c'est vraiment une aventure extraordinaire. C'est les gens simples qui parviennent à s'aimer toute une vie, eh bien on est forcément en admiration devant eux. Hein, et on voit bien qu'il y a là quelque chose qui relève de la grandeur d'âme. On voit ce qu'il faut d'indulgence au quotidien, on voit ce qu'il faut d'attention, on voit ce qu'il faut parfois, oui, d'abnégation pour arriver à faire vivre cette relation qui peut être, oui, vraiment sublime. Alain Badiou dit le serment d'amour. Le serment d'amour, c'est quelque chose qui me propulse quelque part vers l'éternité. On peut penser que c'est grandiose, mais en même temps, quand on sait qu'il y a des gens qui sont restés de leur plein gré et non pas de force 60 ans ensemble, ben on peut dire absolument chapeau bas. Et ce que je voudrais dire, c'est que, alors évidemment, l'amour, on sait à quel point ça peut faire souffrir aussi, mais ça peut faire souffrir lorsque on confond, et là c'est ce que disent les philosophes, lorsqu'on confond amour et passion. Hein. Comment dire, l'amour, ça peut être confondu avec des formes de passion qui ne sont pas vraiment de l'amour. Par exemple, il y a des gens qui vont prétendre vous aimer, mais ce sont des narcissiques, et en fait ils n'aiment qu'eux-mêmes. Hein, je t'aime à condition que tu fasses comme moi, que tu dises comme moi, que tu t'habilles comme je veux. Ça, c'est pas de l'amour. Donc c'est pour ça que j'insistais sur le fait que aimer, c'est aimer non pas soi-même, mais l'autre, c'est-à-dire sa différence, son individualité. Hein, autre problème aussi de l'amour, ça c'est Descartes qui le dit, je t'aime parce que tu me fais penser à la première femme que j'ai aimée. Hein, voilà. Donc là, non, ça ne va pas non plus. Où il y a encore aussi les mirages de ce que Stendhal appelle la cristallisation. Hein, c'est-à-dire qu'au début, tout feu, tout flamme, on croit aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas parce qu'on l'invente, parce qu'on projette sur elle ou sur lui des qualités dont on a rêvé. Et donc, ou alors parfois aussi, on peut, comme Madame Bovary, être amoureux de l'amour. Hein. Et donc, là, à chaque fois, ce qu'on manque, c'est l'autre dans sa spécificité, dans son originalité. Et d'une certaine manière, je parlais d'amitié, et c'est pas tout à fait par hasard, parce que je crois que l'amour
pour moi, c'est l'addition de l'amitié et de l'érotisme. Qu'est-ce que c'est que l'amitié? C'est le respect absolu de l'autre. Hein. Dès lors que vous entrez en amitié, vous devez avoir un nombre incroyable de qualités. Vous devez respecter l'autre, vous devez lui faire confiance, vous devez lui être fidèle, vous ne devez jamais le trahir, vous ne devez pas lui mentir. Et du coup, Aristote disait, en analysant l'amitié, que l'amitié est une vertu. Dès lors que vous entrez en amitié, vous devez respecter une sorte de code moral. Et même les truands, vous savez, on a vu ça dans les films, qui peuvent faire des choses atroces durant toute leur vie, s'ils entrent en amitié, ils ont aussi un code de l'amitié qu'ils vont devoir respecter. Et je pense qu'une belle histoire d'amour, c'est une histoire qui se fonde comme ça sur le respect de l'autre, avec évidemment le piment indispensable supplémentaire de l'érotisme, sur lequel j'écris d'ailleurs quelques pages aussi dans mon livre, parce que je pense que c'est aussi une source de joie profonde. L'amitié, l'amour, l'érotisme, voilà. Alors... Pardon? Les gens qu'on n'aime pas. Eh bien, on ne peut pas aimer tout le monde. Hein? Ouais. Ça va, on ne peut pas aimer tout le monde. Et je dirais que pour aller bien, il va falloir justement essayer de choisir son entourage. C'est important ça. Comprendre qu'il y a des gens qui sont mal dans leur peau et qui, parce qu'ils sont mal dans leur peau, vont essayer de vous faire du mal aussi, par une sorte de vengeance inconsciente, une sorte de ressentiment. Il faut essayer de les éviter, il n'y a pas autre chose. Hein, voilà, à mon avis. Vous disiez tout à l'heure, commenciez à aborder brièvement les questions d'érotisme et des plaisirs sensuels. En effet, vous en parlez dans votre livre. Et finalement, qu'est-ce que cet érotisme ou ces plaisirs sensuels peuvent nous apporter? Alors bien sûr, c'est des plaisirs charnels, des plaisirs immédiats qui à plein de manières nous font du bien, mais finalement, dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent contribuer à notre équilibre? Alors, le mot plaisir, on l'emploie, je pourrais dire, pour désigner un nombre incroyable de choses. Hein, il peut y avoir les plaisirs très très raffinés, celui d'écouter donc un opéra, celui de lire un chef-d'œuvre de la littérature, ou de voir, d'aller dans un musée. Mais il peut y avoir aussi des plaisirs tout simples. Et Socrate, par ironie, disait, oui, il y a aussi un plaisir indescriptible qui est celui de se gratter quand ça pique. Hein. Donc, c'est un plaisir. Mais bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Vous les connaissez tous, les plaisirs gourmands. Hein. Mais il y a aussi, il y en a une quantité incroyable. Et on dit peut-être un peu trop, je dis dans mon livre, un petit plaisir. Hein. Quand on parle on dit, oh, je vais me faire un petit plaisir. En fait, le plaisir, je pense qu'il faut vraiment le réhabiliter. Et c'est pour ça que je parle des plaisirs sensuels. Je parle du plaisir de l'érotisme, à ne pas confondre surtout avec la pornographie et le sinistre défilé de corps interchangeables avec donc des prouesses ahurissantes. L'érotisme, ça peut être quelque chose d'infiniment raffiné, spirituel, et qui fait du bien. Ce qui fait du bien au corps fait du bien à l'âme. Marguerite Yourcenar a une phrase que je trouve très belle. Elle dit c'est toujours l'âme qu'on embrasse sur la bouche. Voilà. Et donc les plaisirs sensuels, et il y en a à maintes occasions. Bien écoutez, là on en voit pas mal, hein, des gens qui prennent les bains. Et l'important dans la vie, à mon avis, c'est comme vous le faites si bien dans votre association, c'est de faire se rejoindre les plaisirs du corps et les plaisirs de l'âme, sachant que la randonnée peut soigner l'âme. Et on sait d'ailleurs que le yoga, hein, la pratique du yoga, vous arrivez à votre cours complètement déprimé, harassé, épuisé, tendu, vous ressortez parfaitement relax. Et tout simplement, on ne vous a rien dit, mais vous avez simplement adopté des postures du corps qui ont produit un effet merveilleux sur votre esprit. C'est là qu'on voit justement la connexion entre l'âme et le corps, et non pas leur dualisme auquel nous sommes tant habitués dans notre civilisation occidentale. T'as une question? Ouais, vas-y.
il y a une petite déconnexion avec ce que vous venez de dire, même si je l'entends, c'est-à-dire qu'il y a des plaisirs qui sont propres à l'érotisme ou à une jouissance d'être, peut-être. Je ne sais pas les mots que vous avez utilisés, mais ce à quoi je pense, c'est à l'articulation douleur, joie ou douleur, plaisir, en ce sens que, il me semble que c'est Platon qui a la formule, c'est-à-dire nos joies seront aussi grandes que nos souffrances ou nos douleurs. C'est-à-dire il semble qu'il y a une articulation entre les deux malgré tout. Alors, vous voyez, il y a peut-être une joie qui est au-delà de tous les plaisirs et de toutes les souffrances, mais il y aurait une joie qui ne serait accessible que par la possibilité de vivre des souffrances. Ça serait corrélative. Non, c'est pas ce que je veux dire. Moi, je veux dire tout simplement que dans la mesure, encore une fois, où nous sommes des êtres sensibles, hein, nous avons une chair qui est, il faut le dire, quand même passive. Nous recevons des perceptions, nous recevons des émotions. Et d'ailleurs, les neuroscientifiques aujourd'hui, notamment Damasio, disent à quel point, maintenant qu'ils observent le fonctionnement du cerveau, à quel point ces émotions sont le ressort de nos décisions. C'est-à-dire que ce n'est pas la volonté qui nous permet de décider quoi que ce soit, mais c'est vraiment ce que nous ressentons. Hein. Donc je reviens à ce que vous dites, joie et souffrance. Moi je pense que de deux choses l'une, soit on est des êtres insensibles et on ne ressent rien, hein, et on est une machine, hein, soit on est un être humain et en ce sens on éprouve notamment nécessairement un certain lot de joie et de souffrance. Alors la souffrance plus ou moins aiguë selon les circonstances, la joie plus ou moins vive selon les circonstances de la vie bien sûr, mais on sait très bien que par exemple le bonheur, ça ne saurait être l'addition permanente de plaisir continu. Ça serait un état, si c'était notre état quotidien, on s'en apercevrait même pas. Voilà, c'est ce que je veux dire. Vous pouvez être un homme heureux tout en ayant de temps en temps même des malheurs, mais votre vie, si tant est que comment dire, vous êtes dans un certain état de paix et vous avez surtout ces joies dont j'ai parlé, eh bien vous pouvez quand même dire que vous êtes heureux. Quant à un homme qui se dit très malheureux, je suis sûre que de temps en temps, s'il mange je sais pas moi, un steak frites ou une bonne glace, eh bien là, il va avoir du plaisir. Hein. Voyez-vous, c'est pas la même chose. Hein. Ouais. Voilà, on parle de plaisir, de désir. Après, tout ça s'inscrit aussi dans une... alors, je ne veux pas être un peu caricatural, mais ça s'inscrit aussi dans une société où on a quand même pas mal d'injonctions à la satisfaction immédiate de nos désirs, où en effet on vit, certains d'entre nous en tout cas, sur des réseaux sociaux, où on va rendre public la réussite de la satisfaction de nos désirs et mettre ça un peu en avant, finalement, où mettre la barre entre, en effet, profiter de ses plaisirs, de la satisfaction de ses désirs, mais sans pour autant qu'on soit aveuglément dirigé par ces derniers. Oui, moi ce que je constate, enfin je ne suis pas quelqu'un qui fréquente les réseaux sociaux, mais j'ai un petit réseau, disons, familial, et je m'aperçois bien que ce que les membres de ma famille mettent en image, c'est toujours des moments particulièrement réussis. Hein. On met plutôt en image, on fait valoir, disons, ses succès. Et les souffrances, on les cache, on les tait. Alors, c'est peut-être aussi une bonne chose, hein, dans la mesure où, comment dire, on ne va pas non plus se répandre, s'étaler, pleurnicher, etc., etc. Mais le seul ennui, c'est si ces souffrances se retournent contre vous parce que vous ne les avez pas, parce que vous ne les assumez pas. C'est ça le problème. Parce que vous y voyez une défaite et un échec personnel. Hein, c'est ça l'ennui. Alors que bon, ben, c'est bien normal de souffrir à l'occasion d'un deuil, à l'occasion d'une rupture. C'est bien, ça va de soi. Voilà. Dans les différents éléments que vous abordez, on en a parlé un petit peu au début de cette discussion, les questions
d'impératifs de réussite. On a vu ces dernières années fleurir un certain nombre d'ouvrages et de littérature de développement personnel. On en revient tout à l'heure, vous disiez pour être heureux, pour être bien, pour être plus ci ou plus ça. On a aussi pas mal d'injonctions, notamment ces injonctions à être soi-même, à être sa vraie identité. Et tout ça, vous dites, nous mènerait à une espèce de crise, peut-être avec des guillemets, une crise de l'identité. Vous pourriez l'expliquer, le développer? Oui, aujourd'hui, c'est vraiment difficile de savoir ce que c'est qu'être une bonne mère, d'être un bon père. On voit qu'il y a des discussions sur l'éducation des enfants. Est-ce qu'on a le droit de leur donner, alors une fessée sûrement pas, mais est-ce qu'on peut les enfermer dans leur chambre pendant 5 minutes pour leur montrer qu'ils sont allés trop loin, ou est-ce qu'au contraire il faut tout comprendre? Donc qu'est-ce que c'est qu'être un bon parent? Qu'est-ce que c'est aussi que d'être une femme, hein? Qu'est-ce que c'est que d'être un homme? Puisque aujourd'hui on voit bien que, évidemment ça on va pas non plus regretter le temps jadis, hein, parce que cette société patriarcale où la femme était toujours obéissante et soumise et devait être sexy en permanence, ça avait quelque chose d'absolument odieux. Mais aujourd'hui, dès lors que j'assume ma féminité en étant un peu coquette, est-ce que je ne vais pas trop loin? Moi personnellement, j'ai jamais aimé chez les féministes de ma génération, cette idée d'unisexe, hein, de femmes qui ne devaient pas porter de talons hauts, qui ne devaient pas se maquiller, sous prétexte que c'était tombé justement dans les mythes de l'éternel féminin et de la soumission. Donc c'est difficile de savoir ce que c'est d'être une femme. Je pense que ça doit être encore plus difficile, je l'imagine, d'être un homme, hein. Dans quelle mesure puis-je séduire cette femme? Est-ce que je ne vais pas l'agresser? J'imagine que c'est extrêmement compliqué. Et pour les enfants, c'est pas facile non plus. Pour moi, je me rappelle à un moment donné, mon fils m'avait dit, mais dis donc, parfois tu me parles parce que tu es comme une mère, et parfois tu me parles comme une copine. Alors moi, je sais plus. Mathilde dit, ça m'avait fait bien rire ça. Je me suis dit, il est quand même malin celui-là. Et puis, comment être un enseignant aussi, hein, dans quelle mesure peut-on exercer son autorité? Il y a vraiment une crise de l'identité. Et on nous dit toujours, soyez vous-même, soyez vous-même, soyez vous-même. Mais c'est qui être moi-même? Alors on sent bien en nous que nous avons un potentiel. C'est justement ça la difficulté d'être. C'est une des sources de la souffrance dont je ne vais pas parler. Mais un être humain, quelque part, il attend toujours quelque chose de lui. Hein, c'est Kafka qui disait « tu es la tâche hein, ». La tâche avec un accent circonflexe. Tu es la tâche à accomplir. Tu dois t'accomplir. Tu dois faire quelque chose. Et le problème, c'est lorsque, à un moment donné, on fait retour sur soi et on se dit « est-ce que j'ai bien accompli ce que je devais accomplir? Est-ce que j'ai été à la hauteur de mes espérances ?» Et il arrive que l'on soit vraiment déçu. Et il y a un philosophe que j'ai déjà cité qui dit ceci, il dit fais peut-être ce que ce que tu n'aurais jamais osé espérer faire. Va de l'avant, essaie. Et ce philosophe, c'est Alain Badiou. Hein. Donc projette-toi vers l'avenir, ose faire ce que tu n'osais pas faire encore. Et il y a beaucoup de gens qui s'entrepêchent, qui s'empêchent de faire quelque chose parce qu'ils croient qu'ils n'en sont pas capables. C'est peut-être ça aussi qui est une source de joie, hein, de se mettre tout d'un coup à faire du théâtre le jour de la retraite arrivé, pourquoi pas, j'ai pas eu le temps avant, je vais écrire des poèmes, je vais faire partie d'une chorale, voilà, ça c'est des occasions de se réjouir et de mettre la souffrance à distance. Oui. Et je voyais une question au fond. Pablo. Je voyais récemment un ouvrage dans une gare, donc c'est probablement un de ces livres de développement personnel qui a du succès, sinon il ne serait probablement pas, qui s'intitulait, si mes souvenirs sont bons, Foutez-vous la paix. Et en fait, il me semble qu'il y a peut-être
ça m'a interpellé parce que c'est vrai que parfois lorsqu'on on grandit dans une éducation un peu exigeante, on fait des études, on s'expose professionnellement, on est toujours en train de vouloir chercher une forme, je sais pas moi, d'expansion, d'accomplissement, voire d'excellence. Et on est à la recherche de correspondances, d'impératifs qui ne sont pas les nôtres, ou que soi-même on s'est imposé. Et donc, ma question donc est de savoir, est-ce que si le fait simplement d'arrêter justement de poursuivre ces attentes qu'on se met n'est pas une des premières clés pour pouvoir arriver à un centrage, un ancrage qui est la voie du bonheur. Merci. Oui. Oui, si vous posez une question là qui est très intéressante, c'est difficile de répondre parce que en même temps, comment s'oublier totalement, hein. Il y a des philosophies orientales, hein, par exemple, j'avais lu à un moment donné Krishnamurti qui nous disait d'être simplement attentif à ce qui nous entoure et essayer, oui, d'arrêter de nous examiner, cette introspection, ce constat permanent. Et en même temps, comment éviter? Et, je dirais tout simplement là, comme tout à l'heure Eric le suggérait, peut-être faut-il un juste milieu. Hein, c'est-à-dire arrêter d'être obsédé par justement son état de bien-être, suis-je à la hauteur des espérances, etc. Et pas non plus, je crois que c'est impossible de s'oublier parce que ça nous réduirait une forme d'animalité. Donc pas d'obsession et pas non plus d'abandon total, mais une espèce d'entre-deux, je dirais, assez modérateur. Voilà. Mais justement, peut-être qu'une des meilleures manières de s'oublier, c'est de dire, c'est d'entreprendre. Je crois que c'est très important de faire des choses qui nous plaisent dans la vie. C'est très important de rencontrer des gens avec qui on s'entend bien. C'est très important de faire partie d'une forme de communauté d'amis. C'est très important d'avoir un réseau comme ça dans lequel on est reconnu et qui permettent justement de ne pas être nombrilique. C'est le philosophe John Stuart Mill qui dit bien souvent que les gens trop malheureux n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes, dans la mesure où, dit-il, s'ils s'occupaient un peu plus de tout ce que la nature, par exemple, nous offre, eh bien, ils trouveraient des sources de réjouissance. Je peux aussi bien cultiver mon jardin, collectionner des papillons, je peux donc faire des promenades, des randonnées. Enfin, il y a mille façons de se réjouir dans la vie, m'intéresser à l'art, m'intéresser à l'histoire de mon pays. Donc, dès lors qu'on se projette, on s'oublie un peu et on évite de s'examiner. Et du coup, c'est vrai que l'oubli de soi peut être vraiment une bonne solution, mais il ne sera jamais total. Voilà ce que je voulais dire. Oui. Je ne disais pas, je ne l'entendais pas tellement dans un sens d'oubli de soi, mais plutôt dans un sens d'oubli d'une certaine nécessité de productivisme, de produire quelque chose bien sûr. Qui correspond. Donc justement, il peut y avoir un accomplissement hors du fait de correspondre ou avoir telle ou telle attente qui en fait, ne nous appartient pas. Vous me faites penser à une phrase de Montaigne. D'ailleurs, j'ai donné cette phrase en titre à mon premier recueil de poèmes. Mon premier recueil de poèmes s'appelle « N'avez-vous pas vécu ?» Et c'est une réponse à ce que je lui ai dit la Boétie. Son grand ami la Boétie lui avait dit un jour « Oh là là, aujourd'hui, je n'ai rien fait. Vous avez entendu, je suis un peu déçu par moi-même. » Et Montaigne lui répond « Quoi ? N'avez-vous pas vécu ?» Et je trouve que c'est une réponse magnifique, qui veut dire que de temps en temps, on peut effectivement se contenter de vivre tout simplement, sans se poser trop de questions. Et alors s'accomplir, je crois quand même que ça, on a quand même besoin de s'accomplir. Hein. Chaque être humain a sa dignité, sa fierté. Mais s'accomplir, ça peut être, encore une fois, aussi des abeilles, ça peut être pêcher la truite, ça peut être mille choses. Hein. Voilà. L'important est de ne pas avoir... de ne pas être conforme à ce que les autres attendent de vous, à ce que la société attend de vous. Ce qu'on appelle un peu vulgairement la reprogrammation émotionnelle en entreprise.
en espérant faire en sorte que les personnes qui sont trop prises dans une dynamique de former reviennent à elles-mêmes et puissent deviennent plus autoréférentes que plutôt cherchent en fait à atteindre un but que la société leur a imposé ou que leur entreprise leur a imposé. Bref, j'ai le sentiment, puis je vais recueillir un peu votre regard dessus, j'ai le sentiment que dans les sociétés traditionnelles ou rurales de laquelle on vient tous, il y avait une sorte de dureté de vie et puis de sens de labeur, de travailler dur, qui se ressent encore beaucoup maintenant, mais qui prend toujours une forme de lutte. Et on parle de bonheur et puis de plaisir et de se faire plaisir. Pour moi, ce sont des choses qui contribuent au final à notre équilibre quotidien. Mais j'ai l'impression qu'il y a une grande pièce manquante qui est celle de se réaliser dans ce qu'on fait. Et j'ai le sentiment que, autant dans nos sociétés anciennes, traditionnelles que plus modernes, on ne se réalise pas dans notre activité. Je me demandais si vous aviez une réflexion là-dessus. Ma réflexion serait de faire un petit peu le point sur justement le travail. On sait que, comme vous le disiez, autrefois les gens travaillaient dur. Alors nos ancêtres, pour la plupart, étaient des paysans. Et c'est vrai qu'ils travaillaient dur, mais ils travaillaient différemment. C'est-à-dire qu'il y avait des périodes où ils travaillaient de manière acharnée, mais il y avait aussi, on l'apprend lorsqu'on lit des livres, par exemple sur la vie au Moyen-Âge, il y avait aussi des périodes de repos, des périodes de vacances, il y avait des périodes de fêtes. Et il y avait surtout un travail qui était la plupart du temps communautaire, collectif. Il y avait le sentiment d'une appartenance sociale. Et je pense que ça, c'était plus rassurant que la condition de l'homme moderne dont parle si bien Hannah Arendt, c'est le titre d'un de ses livres, où les individus non seulement ont à travailler beaucoup, mais en plus sont seuls. Tout à l'heure je parlais d'amour et j'ai oublié de dire qu'aujourd'hui l'amour fait peur à des tas de gens. Il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui choisissent le célibat parce qu'ils ont peur de l'engagement. Mais je reviens au travail. La notion de travail a une histoire. Autrefois, dans l'Antiquité, le seul fait de travailler faisait de vous un esclave. Seul l'homme qui ne travaillait pas était le citoyen libre et on avait donc un mépris du travail. Ce mépris du travail a continué aussi pendant tout l'Ancien Régime. Les aristocrates, les nobles ne travaillaient pas, auraient eu l'impression de se salir en travaillant. Puis est venue, comme le dit Nietzsche au XIXe siècle, la religion du travail, le sacro-saint travail. Et bien que en France, heureusement, la journée de travail ait été diminuée et notamment le nombre de congés payés fortement augmenté, je pense qu'on est encore prisonnier de cette obligation du travail qui fait que les gens qui vont quitter leur domicile, dans le meilleur des cas, à 7h30, 8h le matin, bien souvent rentrer chez eux à 7h le soir, ne pas voir leurs enfants, consacrer le week-end à faire évidemment ce qu'exige la société d'aujourd'hui, à savoir les courses, le nettoyage, le ménage, les soins, aller chez le dentiste, aller chez le coiffeur, conduire les enfants chez les médecins. Tant et si bien qu'il ne reste comme moment de repos, bien souvent, que le dimanche après-midi où on peut s'offrir une promenade dominicale. Donc ça fait quand même des existences, à mon avis, qui, au-delà du grand mythe de la consommation et du plaisir que cela procure, cela fait des existences qui sont, je dirais, très aliénées. Alors heureux sont ceux qui peuvent s'épanouir dans leur travail. Il y en a fort heureusement quelques-uns. Ce fut mon cas en tant que professeur de philosophie. Mais combien de gens vont au travail, je dirais, forcés, uniquement pour avoir un salaire. Parfois, ils ont la chance d'avoir des collègues agréables, ce qui leur donne quand même un certain bien-être. Mais cette vie de travail, cette vie de labeur à laquelle nous sommes confrontés, voilà quelque chose qui est très dur à vivre. Et personnellement, moi, je militerais vraiment pour la semaine des 4 jours, pour que les gens aient au moins un jour où peut-être ils pourraient s'adonner justement à ce qui leur fait du bien. Tout à l'heure, je parlais
faire du théâtre, aller dans une chorale ou pêcher à la truite, mais au moins se faire du bien un jour par semaine. Parce que, hélas, le week-end, il y a trop de choses à faire. Encore, la société moderne nous contraint d'une manière terrible. Et c'est pour cela qu'il y a toute cette frustration, toute cette pharmacopée, tous ces marchands de bonheur, le développement personnel d'un autre côté, mais aussi tous ces antidépresseurs, tous ces médicaments qui nous ruinent la santé et qui sont censés nous apporter un peu de bonheur. Voilà. Du bonheur chimique. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, d'autres réactions? Encore une ou deux questions avant d'arriver gentiment à la fin. Alors moi je continue. C'est vrai que tout à l'heure, bon, le temps a passé depuis, mais vous parliez notamment de 2000. On parlait aussi des différentes injonctions de la société. Alors ça peut être performative, des injonctions liées à l'image qu'on donne, au travail. Et finalement, moi, il y a aussi dans ce que vous disiez quelque chose qui m'a intéressé, c'est cette idée souvent que certains reprennent, voilà, l'idée que je peux si je veux. En fait, cette volonté de finalement, aussi par rapport à tous ces livres de développement personnel, vous pouvez être celui ou celle que vous avez toujours rêvé d'être, etc. Et est-ce que finalement aussi ces discours sont pas au final assez culpabilisant, parce que pour le commun des mortels, c'est pas si facile que ça de devenir qui je veux être, d'autant plus qu'on a tendance à projeter des souhaits qui sont irréalisables, inatteignables, et ça entretient d'autant plus le mal-être. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est encore prisonnier de cette notion qu'on appelle en philosophie le libre arbitre. Hein. Je veux lever la main, je lève la main. Donc on s'imagine que puisque je le veux, je le peux. C'est un slogan, hein, c'est un slogan que même utilisent à leur manière les instituteurs en disant à un enfant, eh bien tu dois faire des efforts, tu dois travailler. Sauf que moi, ce que je pense profondément pour avoir été une bonne élève, c'est que on n'a aucun mérite à être un bon élève. Quand on est bon élève, c'est que tout simplement on est passionné par ce que l'on a à apprendre et qu'on a les capacités pour cela. Un mauvais élève, c'est souvent un enfant qui s'ennuie à l'école, c'est un enfant qui est parfois submergé par les problèmes familiaux et qui n'a pas donc, je dirais, un état d'esprit susceptible d'être ouvert à ce que peut dire son institutrice. Si tu veux, tu peux, c'est vraiment le slogan encore, je crois, d'une certaine partie de la société, des gagnants, hein, qui croient encore à la méritocratie, comme s'il suffisait vraiment de vouloir pour pouvoir. Alors ça peut arriver chez certaines personnes, mais ces personnes-là ignorent bien souvent les dons dont ils ont bénéficié. Hein. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, ça vient de l'enfance. Si vous avez eu autour de vous une personne qui a eu confiance en vous, qui a pensé qu'effectivement vous étiez quelqu'un de bien, eh bien cela va vous donner des forces. En revanche, si vous avez été matraqué dès le début, eh bien cela va au contraire vous donner une forme d'impuissance. En tout cas, la liberté, telle que j'ai envie de dire, telle que nous l'avons, c'est quelque chose d'infiniment, je dirais, improbable. Pour montrer à quel point la liberté est une notion complexe, je prends parfois l'exemple de l'avortement. Une femme prend la décision d'avorter. La question est-ce que cette décision est vraiment la sienne? Est-ce que c'est une décision vraiment personnelle? Est-ce qu'elle n'obéit pas à son insu, à son entourage, à ses parents, à son compagnon, ou à quelqu'une phrase qu'on lui aurait dit dans son passé et qui aurait eu un sens décisif pour elle? Et la preuve que cette décision n'est peut-être pas si personnelle, c'est que plus tard, par exemple, si elle avait dit oui, j'avorte, peut-être ensuite elle aura regretté. Hein. Donc ce qui montre bien que peut-être cette décision n'était pas aussi personnelle que ça. En tout cas, il y a une certaine liberté qui existe, parce qu'il faut aussi différencier les formes de liberté. La liberté à laquelle je crois profondément, c'est la liberté politique. Et notamment, c'est pour ça que je prends l'exemple de l'avortement. Si dans la société à laquelle vous appartenez, l'avortement est autorisé, là on peut dire que vous avez la liberté politique d'avorter. Mais de là à avoir la liberté intérieure, à savoir le libre arbitre, ça c'est une autre affaire.
on y croit pas. Personnellement, je n'y crois pas beaucoup parce que on n'est pas, contrairement à ce qu'a pu dire Sartre, on n'est pas le créateur de soi-même. Je n'invente pas qui je suis. Ce que je le suis à partir de mes expériences, à partir de mes informations, à partir d'un donné. Et c'est ça qui va orienter mes choix. Et si plus tard je peux regretter des choix que j'avais faits, je vais dire oui, mais si je les ai faits, c'est parce que j'avais pas les bonnes informations. Hein. Par exemple, si je me suis jetée à corps perdu dans cette relation sentimentale, ben c'est parce que je ne connaissais pas complètement celui auquel j'avais affaire, et ainsi de suite. Voilà. Donc, je crois que ce mythe du libre arbitre, c'est lui qui est pernicieux. C'est lui qui finalement est à l'origine, vous voyez, de bien des opinions. Hein. Cette idée de réussite, si tu veux, tu peux, l'idée de méritocratie, l'idée de développement personnel, tout ça est fondé sur ce mythe de la liberté. Est-elle aussi entière qu'on veut bien nous le faire croire? Moi, je ne pense pas. Voilà. Voilà, Boris, une question. Alors, on te passe le micro, Boris. Bon, j'étais incognito. Pas tant que ça. C'est un grave mec. Vous avez cité John Stuart Mill. Oui. Quand on va à l'université de nos jours, ou dans un débat militant, on entend généralement citer Pierre Bourdieu 84 fois, Hannah Arendt 52 fois, Alain Badiou 38 fois, et John Stuart Mill plus jamais, plus jamais. Est-ce que je me trompe? Et si je ne me trompe pas, comment l'interprétez-vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas l'interpréter. J'ai moi-même cité quelques-uns de ceux que vous avez, dont vous avez dit qu'on en parlait beaucoup. Je suis une grande admiratrice d'Hannah Arendt notamment. John Stuart Mill, je pense que c'est effectivement, c'est un philosophe utilitariste. Hein, et moi, j'ai retenu son analyse du bonheur. Hein, je n'en connais pas beaucoup plus que ce que j'ai dit, hein, à savoir que ma foi, si vous êtes, encore je répète ce que j'ai dit, si vous êtes malheureux, prenez-en peut-être un peu d'une certaine manière à vous-même, c'est parce que vous vous occupez trop de votre ego. Voilà, donc voilà, c'est ce que j'ai retenu de lui surtout. Mais actuellement passe ou vient de passer à Genève la pièce d'Ibsen, Une maison de poupée, magnifique, qui est directement inspirée d'un ouvrage de John Stuart Mill, qui n'est cité nulle part dans aucun des documents relative à cette pièce. Oui, mais c'est dommage. C'est vrai qu'il y a des effets, de mode. Hein. Il y a aussi un autre anglais, Hutcheson, que j'aime beaucoup. Il y a des effets de mode. Mais je n'ai rien contre, cela dit, les philosophes dont vous avez parlé. Mais bon, oui, il faudrait aussi de temps en temps en citer d'autres. J'aime bien Paul Audy aussi, dont on ne parle jamais. Paul Audy, A-U-D-I. Paul Audy. Peut-être une dernière, ou plutôt une avant-dernière question, avant de terminer avec la question traditionnelle des bains. On parlait il y a quelques minutes de méritocratie. Je peux, si je veux, Michael Sandel notamment, tu as fait récemment toute une analyse et un livre sur la méritocratie. Il montre, je pense de manière assez habile, à quel point finalement ces questions bien ancrées dans la société de méritocratie ont tendance à faire des clivages importants dans les différents groupes sociaux. C'est-à-dire que ceux qui ont réussi ne considèrent plus tellement ceux qui ne réussissent pas, parce que finalement c'est de leur faute s'ils ne réussissent pas. Et ceux qui ne réussissent pas développent des frustrations, voilà. Et finalement ça ne fait qu'agrandir cet abîme croissant entre les différentes strates de la société. Donc est-ce qu'à votre avis vous partagez cette analyse de savoir que finalement, tous ces impératifs de réussite ne font que nous encourager à ne plus nous comprendre nous-mêmes et à dysfonctionner. Alors c'est peut-être un peu fort, mais en tant que société, en tant que communauté. Oui, c'est une bonne chose que c'est un Américain qui a écrit ça. Voilà. Et s'il y a une société qui est méritocratique, c'est bien les USA. Hein. Donc j'espère qu'il va avoir une certaine influence. Il a une audience, mais pas suffisamment développée. Oui, la méritocratie, c'est soi-disant l'envers de
aussi de la démocratie, mais enfin il n'y a rien de plus, mensonger. Justement, vous faisiez allusion tout à l'heure à Bourdieu, mais moi je ne suis pas totalement toujours d'accord avec Bourdieu, mais sur la reproduction sociale, il a complètement raison, à savoir que c'est quand même toujours, notamment en France, une élite qui produit l'élite. Quand on voit, par exemple, dans les lycées professionnels dans lesquels d'ailleurs j'ai enseigné au début de ma carrière, ce sont avant tout des enfants d'ouvriers, parce que l'école va sanctionner, au-delà des performances, disons, purement scolaires, un niveau culturel. Et cette imprégnation culturelle, elle vous est évidemment donnée par votre famille. Il y a des familles où on ne sait pas parler correctement le français. Il y a des familles où on parle un français très soutenu, où on vous invite très tôt à la lecture, où on vous emmène au musée, on vous fait voyager, on vous offre des vacances à l'étranger pour que vous perfectionnez votre anglais. Et donc la méritocratie, on voit bien à quel point là, c'est vraiment, ça fait partie de ce qu'on peut appeler l'idéologie bourgeoise et capitaliste. Hein, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Voilà, merci beaucoup. On pourrait continuer longtemps avec beaucoup d'éléments qu'on a abordés. C'est profiter du dimanche. On a l'habitude de terminer ces cafés philo avec la question traditionnelle de fin. À Nicole, alors bon, c'est une question difficile pour vous parce que vous découvrez les bains aujourd'hui, mais après ces découvertes, pour vous, les bains, c'est quoi? Alors il y a une chose qui m'a fait très plaisir quand je suis arrivée par là-bas, c'est de voir en très grosses lettres au-dessus du plongeon le mot poésie. Voilà quelque chose d'infiniment rare. Donc bravo, je ne sais pas qui a eu cette initiative, en tout cas vous le féliciterez de ma part si vous le connaissez, parce que pour moi, vivre en poète, justement, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais ça fait partie aussi des joies profondes de l'existence. Et la poésie, c'est pas simplement le fait d'écrire des vers. Hein. La poésie, c'est aussi une manière, vraiment une manière de vivre. Par exemple, je pense que en France, on a été, je suppose ici aussi, envahi par les supermarchés, et on a eu peur à un moment donné que les marchés disparaissent. Et le marché où on va acheter ses fruits et ses légumes, eh bien c'est de la poésie. Je pense qu'il faut cultiver la poésie vraiment au maximum. Quand je suis arrivée ici aussi sur la droite, là j'ai vu des poèmes affichés au mur, et là encore je dis bravo. Et puis bien sûr je suis aussi éblouie par ce paysage, par la splendeur de ce lac, et l'idée que vous alliez, que vous fassiez l'alliance entre le corps et l'esprit, puisqu'il y a ici donc les bains, toutes les possibilités de relaxation et de massage, donc les plaisirs du corps, et puis les joies de l'esprit. Et c'est ce que j'essaie aussi de faire valoir dans ma poésie, de relier la terre et le ciel. Voilà. Voilà, Nicole, merci beaucoup. Je profite aussi pour faire un grand merci à toute l'équipe des Cafés Philo qui organise ces Cafés Philo, Sarah Ducret, Pablo Manuel Villarreal qui est au fond, Caroline Aboussada, Philippe Constantin. Un grand merci aussi à l'AUBP, l'Association des Bains, et le groupe Culture qui nous soutiennent, et la buvette. Le prochain événement, c'est samedi dans 3 semaines. Nous recevons Marc Ouniadi qui viendra tout droit de Bruxelles. Pour nous parler de son dernier livre, Le second âge de l'individu. Question entre les communauté, individualisme, individualité. On va réfléchir en effet à la place de l'individu dans les sociétés d'aujourd'hui. C'est tout en programme, c'est très intéressant. Donc voilà, un grand merci. Et ouais. Un grand merci à toi aussi. Merci. Ça toujours super bien. T'es chou, merci. Je profite de faire une petite annonce puisqu'on est assez nombreux. Ça leur évitera du boulot. Par deux, vous prenez chacun un banc, on prendra aussi ceux-là, il y aura moins d'évaluation. Oh, je peux le faire à part ça. T'es chou. Non, mais c'est moi qui le fais. Bon, voilà. Si vous avez envie de venir bon là-bas, merci. Et un bon dimanche au bain. Merci beaucoup. Merci. C'est allé, Annie? Ça va, oui. Non, il n'y a pas. Non. Merci. Merci. Merci beaucoup. Ah oui. J'ai entendu que